On parle sport ce soir avec notre invité. Nous allons nous intéresser à la décision rendue par le TAS qui a suspendu temporairement les sanctions contre Ahmad Ahmad. Le tribunal arbitral sportif a indiqué dans un communiqué rendu public le vendredi 29 janvier que l'appel interjeté par Ahmad Ahmad contre sa suspension par la FIFA sera examiné le 2 mars et qu'une décision définitive doit être rendue le 12 mars prochain. En attendant, les effets donc de sa suspension sont levés. Nous en parlons tout de suite avec Aristide Kouevidjen. Il est journaliste sportif. Bonsoir Aristide. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors d'abord, est-ce que si on regarde un peu la décision rendue par le TAS, est-ce que ça se justifie, ça se comprend ? Oui, je dirais tout simplement que ça se justifie parce que vous savez, quand vous avez un litige et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la décision rendue par un tribunal, il y a ce qu'on appelle les voies de recours. Oui. Et donc, dans le contexte actuel, nous parlons d'Ahmad, qui n'est autre que le président de la Confédération africaine de football, qui ne se sent pas dans ce que la Fédération international de football, association, est en train donc de lui reprocher. Et donc, la logique souhaiterait quand même qu'il puisse introduire un recours, ce qu'il a fait à travers donc son conseil. Et donc, je crois que logiquement, même si la fédération, enfin le tribunal arbitral du sport ne s'est pas prononcé sur le fond, sur la forme, évidemment, eh bien, il faut dire quand même que c'est une décision correcte dans la mesure où il n'y a pas évidemment des preuves palpables que la Fédération internationale de football, l'association, est arrivée à démontrer. Mais là aussi, il faut quand même prendre cette information avec des pincettes, simplement parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre introduction, on attend la date du 2 pour qu'on puisse être vraiment situé sur le fond. Parce qu'évidemment, lorsque, par exemple, dans un tribunal ordinaire, on rend une décision, je prends juste un exemple, il y a une affaire qui oppose deux parties et que le tribunal de première instance rend une décision, l'autre partie qui se sent lésée peut quand même introduire un recours auprès de la cour d'appel. Des fois, la cour d'appel peut rendre une décision et ce qu'on appelle souvent les décisions en référé. Ça ressemble un tout petit peu à ce qui se passe ici. De façon accélérée, la cour d'appel rend une décision, mais peut dire sur la forme, la décision rendue par le tribunal de première instance n'est pas correcte. Mais sur le fond, on va attendre et à ce moment précis, et voilà. Donc, je crois que ça ressemble un tout petit peu à ce qui se passe ici. Et quand on analyse, on dira simplement que le tribunal arbitral du sport n'a fait que dire le droit en attendant que les deux parties se présentent donc à la barre pour pouvoir se justifier. Alors, essayons d'aller un peu dans le fond de ce qu'on reproche à Ahmad Ahmad, puisque la décision prise en amont donc par la commission d'éthique de la FIFA est très lourde. Ahmad Ahmad a écopé d'une suspension de 5 ans de toute activité donc liée au football et puis d'une amende de 200 000 francs suisses. Qu'est-ce qui lui était concrètement reproché ? Eh bien, on lui reproche tout simplement d'avoir usé de son pouvoir de président pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. On lui reproche également d'avoir bénéficié de certaines faveurs de la part de certains hommes d'affaires et même de certains présidents, ce qui est contre d'ailleurs l'éthique. Vous savez qu'au niveau de la FIFA, on tient compte beaucoup de l'éthique. Je prends juste un exemple. On dit Samuel Niaoui est membre de tel club. Lorsqu'il faut voter par exemple pour un président, au même moment, vous votez pour deux personnes. Sur le plan éthique, ce n'est pas normal. Et donc, au niveau de la FIFA, je crois qu'ils sont très stricts là-dessus. Et les enquêtes qui ont été menées depuis plusieurs années ou plusieurs mois ont révélé, selon la commission d'éthique de la FIFA, que le président Ahmad Ahmad serait coupable donc, de tout ce qu'on est en train de lui reprocher. Mais avant, si on analyse un peu et si on va au fond donc, de cette affaire, on comprendra tout simplement que c'est le fait que le président Ahmad, qui voudrait être candidat à sa propre succession, représente tout simplement, je vais dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'il pourrait ne pas être sanctionné, on pourrait ne pas en arriver là si logiquement il avait dit qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. C'est le fait par exemple de dire je serai candidat à ma propre succession et aussi avec le processus électoral lancé au niveau donc de cette confédération africaine de football, tout cela mis ensemble, eh bien au niveau de la FIFA on a dit mais tiens, il faut arrêter ce monsieur parce qu'il y a évidemment des choses qu'on lui reproche. Alors justement, ça montre quand même que
est-ce qu'il faut parler de véritable sérieux dans cette affaire? Parce que tout le monde avait été surpris par le hasard de calendrier. La décision de la commission d'éthique tombait en novembre, si j'ai bonne mémoire. Oui. Au moment où les dossiers de candidature commençaient déjà par s'apprêter. Donc, on s'est dit, ah tiens, on veut écarter celui-ci de la course. Oui, maintenant, je pense que sur le plan purement organisationnel, par rapport à ces élections, on n'a pas de preuves tout de suite pour dire quand même qu'on veut empêcher X ou Y. Mais en tant qu'observateur, quand on analyse bien et bien, on partage évidemment cet avis que vous avez de dire tout simplement que cela montre qu'on a envie certainement d'empêcher le président Ahmad donc d'être candidat à sa propre succession. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure que cette décision est arrivée au moment où il voulait être candidat à sa propre succession. Et donc la décision est tombée en novembre justement, où on avait enclenché ce processus électoral. Peut-être que si il ne l'avait pas dit, il n'avait pas annoncé publiquement qu'il serait candidat, on n'en serait pas là. Mais logiquement, quand on analyse également, l'autre point qu'on peut évidemment évoquer dans ce qui se passe, c'est que Ahmad, si vous vous rappelez bien, en Europe l'année dernière, était déjà interpellé. Au moment où le président de la FIFA, Gianni Infantino, était en visite, il a été interpellé avant d'être libéré quelques heures après. Et donc, on savait qu'il était dans le collimateur donc, de la Fédération internationale de football association. Maintenant, vous savez que il y a également un secrétaire général aujourd'hui qui n'est plus de ce monde, qui avait voulu être aussi candidat, alors qu'il était même le secrétaire général donc, de la Confédération africaine de football dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad. Et il faut savoir tout simplement qu'il n'y avait pas, disons, une certaine collaboration, une collaboration saine entre les deux hommes. On reprochait justement à Ahmad, le défunt secrétaire général, lui reprochait ce qu'on est en train de révéler aujourd'hui. Et donc, ça a fait que le secrétaire général a démissionné. Aujourd'hui, celui qui gère l'administration de la Confédération africaine de football le gère de façon intérimaire. Abdel Mounaïm Ba, le Marocain, il est secrétaire général par intérim. Il faut également rappeler qu'il y a des documents qui ont fuité, des documents comptables qui ont fuité par moment, il y a de cela 2 ans, concernant la gestion du Malgache. Et donc, je crois que tout cela mis ensemble, on attendait tout simplement le bon moment pour pouvoir le frapper. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Alors, on comprend, donc cela avait permis, en tout cas la décision de la commission d'éthique avait écarté Ahmad Ahmad de la course puisqu'il voulait candidater pour un second mandat. Mais justement, la décision que vient de rendre le TAS le ramène dans la course? Oui, vous avez bien fait d'ailleurs de poser cette question parce que c'est une question justement qui taraude l'esprit des observateurs aujourd'hui. Tout le monde se dit, est-ce qu'il est toujours dans la course? Si on s'en tient à la décision et si on s'en tient à l'interprétation que donne le tribunal arbitral du sport, il faut dire que à l'instant T où nous parlons, Ahmad Ahmad est le président de la Confédération africaine de football. Maintenant, est-ce qu'il est candidat à sa propre succession ou est-ce qu'il est toujours dans la course? Si on s'en tient à cette décision donc rendue par le TAS, il faut dire quand même qu'il a aujourd'hui la faculté ou il a, disons, l'opportunité de battre campagne. C'est justement pour ça le TAS a rendu la décision de façon accélérée. Puisque généralement, pour ce qui concerne le TAS, on prend assez du temps, il faut fouiller. Mais j'ai donné tout simplement l'exemple du référé avec le tribunal ordinaire en disant simplement que dans le cas précis, le tribunal a dit pour ne pas peut-être violer les droits d'Ahmad Ahmad, peut-être qu'après lorsqu'on va rendre la décision, il serait peut-être déclaré non coupable et qu'on aurait déjà voté au niveau de la Confédération. Ça veut dire que Ahmad Ahmad a vu ses chances être réduites à néant alors qu'il pouvait bien... Et c'est pour ça, le TAS, en rendant cette décision, dit, pour le moment, il est dans la course. Mais sauf que, regardez, on peut l'interpréter de cette façon. La FIFA rejette Ahmad et 48 heures après, le TAS l'accepte provisoirement. C'est ce que cela, si on peut le schématiser. Puisque 48 heures avant, la commission de gouvernance de la FIFA a rendu la décision comme quoi voilà les 4 candidats qui ont été retenus. Il faut le rappeler peut-être, le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor, l'Ivoirien Jacques Anouma ou encore Patrick Motsepe, le Sud-Africain. Ce que les gens doivent comprendre également, et les amis sportifs doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la FIFA dans une élection de la CAF, c'est simplement parce que le président de la Confédération africaine de football devient en même temps le vice-président au niveau de la Fédération internationale de football association. Et donc, si on le résume aujourd'hui, c'est que Ahmad Ahmad, à l'instant T où nous parlons, est toujours le président de la Confédération africaine de football.
jusqu'au 2 mars, date à laquelle le TAS va donc se prononcer sur le fond. Et il a aujourd'hui l'opportunité de battre campagne. Mais logiquement, il faut reconnaître que, comme je l'ai dit, 48 heures avant la décision donc, du TAS, eh bien, la FIFA a sorti une décision en validant les autres candidatures, excepté donc celle d'Hamad parce qu'il était sous sanction. Est-ce que ça veut dire que la candidature d'Hamad est fort close? Si on s'en tient à la décision du TAS, non. Il a toujours une chance. Parce que les élections auront lieu le 12 mars. Et donc, l'audience aura lieu le 2. Et le TAS dit expressément qu'il va rendre une décision définitive le 12 mars. Avant le 12 mars. Oui, avant le 12 mars, exactement. Avant voilà, le 12. puisque les élections auront lieu le 12. Pour être sûr qu'il peut, éventuellement, s'il gagne, être quelqu'un de clean. Mais il faut rappeler qu'en dehors de ce qui va se passer au tribunal, il y a également le code électoral. Il faut une période pour valider les candidatures, il faut peut-être une période pour écouter les candidatures, et je crois que cette période est déjà passée. La FIFA nous a annoncé officiellement qu'elle a validé 4 candidatures. Et donc, si on analyse de cette façon au niveau du TAS, eh bien, Hamad n'est pas encore hors de la course, mais évidemment, au niveau de la FIFA, eh bien, tout est déjà validé. Mais hier, 31 janvier précisément, Hamad a annoncé qu'il va saisir donc la commission de gouvernance de la CAF qui a transmis les dossiers au niveau de la FIFA pour que, évidemment, sa candidature soit acceptée. Et donc, c'est le wait and see. Mais si on s'en tient au test, il faut dire logiquement qu'on a tout fait pour pouvoir le mettre peut-être hors de la course, hors de course justement par rapport à ce feuilleton. Alors ça veut dire que s'il y a manifestement une volonté quelque part de mettre le Malgache hors course, il est fort à parier que sa demande ne soit pas acceptée. Oui, bien évidemment, puisque de toutes les façons, quelle qu'en soit la décision qui sera rendue par le TAS, on reviendra toujours au niveau de la FIFA. Et la FIFA va dire, mais moi j'ai déjà rendu une décision. Et quand on analyse, en observateur avisé, on peut dire quand même que la FIFA a vu de loin ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, la FIFA a anticipé tout simplement. Puisque, comment comprendre que 48 heures après, ou 48 heures avant que le TAS n'officialise sa décision, la FIFA a évidemment officialisé donc les candidatures. Ça veut dire tout simplement que la FIFA était informée que le TAS devrait rendre une décision. Mais sauf qu'on ne connaissait pas la date. Et donc, on a dû, évidemment, anticiper pour sortir une décision. Maintenant, il faut quand même reconnaître que si on retourne 4 ans en arrière, avant l'arrivée du Malgache, personne ne le voyait venir à cette confédération africaine de football. D'autres ont voté pour lui simplement parce que il ne voulait plus de Issa Hayatou. Même si le bilan de Issa Hayatou n'était pas mauvais, certains estimaient à l'époque que 7 mandats de 4 ans, pratiquement une vingtaine d'années, voire 30 ans à la tête de la confédération, c'était trop. Et voilà pourquoi, évidemment, les gens ont tout fait pour pouvoir voter le Malgache. Mais vous savez que le Malgache est arrivé et 3 ans plus tard, eh bien, les problèmes ont commencé. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a même la CAF qui était, entre-temps, placée sous tutelle de la FIFA. Et donc, certains observateurs n'étaient pas vraiment contents de sa gestion. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il a une petite chance de rebondir, même s'il n'est pas candidat, même s'il ne devient plus président de la CAF, au moins, s'il est déclaré non coupable, il peut toujours continuer ses affaires et revenir plus tard, puisque entre-temps, la décision de la commission d'éthique de la FIFA, c'était de le sanctionner pour 5 ans. Voilà. Donc, l'ancien homme politique, on va peu le dire, Malgache Hamad, ancien président ou ancien ministre des Sports et ancien ministre de la Pêche de Madagascar, aujourd'hui est quand même dans de très très bonnes conditions avec ses avocats pour pouvoir se sortir d'affaires. Alors justement, si on vient plus largement à l'élection, même à la tête de la CAF, on l'a rappelé, il y a 4 candidatures, mais on a l'impression d'avoir en tout cas 2 dossiers qui ont quelque peu été repêchés par la FIFA. Oui, c'est-à-dire quand nous prenons d'abord les 4 candidatures, il y a Patrick Motsepe donc de l'Afrique du Sud, Ahmed Yaya et également Augustin Senghor, le Sénégalais et l'Ivoirien. Il faut dire d'ailleurs qu'au départ, la commission de gouvernance avait déjà rendu une décision. Et on disait quand même qu'on devrait écouter Ahmed Yaya et également Augustin Senghor sur donc, ce qui
les motiver à être candidats. Maintenant, on peut le dire qui ont été repêchés, mais en réalité, puisqu'on ne connaît pas le fond du dossier, on n'a pas été vraiment témoin de ce qui a été dit entre les membres de la commission de gouvernance et également ces candidats. Il faut également dire tout simplement qu'en observateur avisé, on a observé une certaine proximité des responsables de la FIFA avec certains candidats, donc certains de ces quatre. Et donc, les gens peuvent analyser logiquement qu'on voulait à tout prix que ces personnes puissent être dans la course. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on retrouve des candidats de l'Afrique de l'Ouest qui auraient pu s'unir pour choisir une seule personne. Puisque Ahmad est venu, vous savez qu'au niveau de la CAF, il y a 54 nations qui ont voté en 2017, en mars précisément. Ahmad avait eu sur les 54 voix, pratiquement 20 sont allés dire, et 34 précisément, 34 voix. Au niveau de la COSAFA en Afrique australe, eh bien, il y avait 14 fédérations. Et donc, vous voyez qu'au niveau même de l'Afrique de l'Ouest, on a près de 14 voire 15 fédérations. Vous imaginez si on s'unit véritablement et qu'on dit, OK, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on va peut-être prendre Jacques Anouma ou encore le Sénégalais ou le Mauritanien. On aura quand même cette chance-là d'avoir notre candidat ou le candidat de l'Afrique de l'Ouest être plébiscité. Mais comme nous le disons, on n'a pas de preuves pour pouvoir dire évidemment qu'au niveau de la FIFA, eh bien, on a tout fait pour pouvoir soutenir certains candidats. Mais ça en a tout l'air. Ah oui, mais vous êtes d'accord avec moi que la façon dont les choses se sont déroulées a d'ailleurs démontré aux journalistes sportifs que, bien évidemment, il y avait, disons, une main derrière qui voulait pousser quelqu'un à s'asseoir sur le tabouret. Notamment le Sud-Africain. Le Sud-Africain, le président donc de Mamelodi Sundowns, l'homme d'affaires qui visiblement avait l'ambition et est très proche également de certains responsables de la FIFA. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, tous les candidats ont leur chance. Maintenant, j'ose croire que lorsque un d'entre eux prendra les rênes donc, de la CAF, dans 3 ou 4 ans, on ne reviendra plus nous dire que ces personnes sont coupables ou sont quand même font objet d'enquête, etc., comme on l'a vu dans le cas donc, du malgache Ahmad aujourd'hui. Alors, si on prend la FIFA même dans sa gestion, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gangstérisme financier à la tête de la FIFA? C'est vrai qu'on me dira que l'UEFA n'est pas non plus très clean parce qu'on a vu tout ce qui est arrivé à Michel Platini pour des soupçons de détournement, de corruption. Mais au niveau de la CAF, c'est comme si les dirigeants se suivent. Même du temps du Camerounais Issa Hayatou, il y avait aussi des scandales pareils dont on avait écho régulièrement. Oui, vous savez, là où il y a l'argent, il y a toujours, disons, les problèmes. Je vous donne juste un exemple. Récemment, le Togo a participé, je vais dire, au championnat d'Afrique des Nations. Mais au retour, est-ce que vous aviez entendu une seule fois quelqu'un dire « Ah oui, il y a eu des millions qui ont été volés », comme on l'a vu au niveau de la CAN? Non. J'ai donné cet exemple pour faire comprendre aux gens tout simplement que en 2017, lorsqu'il y a eu cette histoire de 600 millions, c'est simplement parce qu'on a sollicité de la part du public une contribution. Lorsque vous sollicitez de la part du public une contribution, vous devez rendre compte. Bien sûr. Et donc ici aussi, dans le contexte de la FIFA ou de la CAF, lorsque vous demandez une contribution de la part des fédérations, puisque après tout, lors des éliminatoires, les fédérations versent des ristournes à la FIFA. Donc l'argent que vous gérez ne vous appartient pas. Il y a également la question de marketing des droits télé. Lorsque le Togo joue face à une équipe égyptienne ou lorsque la France joue face à une équipe portugaise et tout, il faut quand même reconnaître qu'il y a les droits télé. Et donc, la FIFA en gagne. Et c'est cet argent-là qui est reversé dans les cagnottes donc, des différentes fédérations et tout. Donc, c'est l'argent qui démontre, l'argent qu'il y a dans la caisse, qui démontre en tout cas que tout le monde s'intéresse à la chose. Et donc, on parle souvent d'un réseau mafieux. On se dit, voilà, avec ce qui est arrivé à Michel Platini ou encore à Sepp Blatter, et on s'interroge, on se dit, mais
ce qui est arrivé à ces messieurs peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui même, vous savez que entre-temps, il y a des soupçons par rapport à Infantino, par rapport à sa gestion et tout. Mais il est tranquille, simplement parce que c'est une question d'argent, les comptes sont contrôlés, etc., etc. Pour résumer justement ce que vous êtes en train de dire, on dira simplement que ça donne l'impression. Mais en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de coups les gens se donnent des coups simplement parce qu'on veut avoir une personne assez proche pour pouvoir gérer la cagnotte et tout. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le public sportif ne se fait plus plier à prendre d'assaut les stades ou à s'abonner aux plus grandes chaînes sportives. Le public connaît simplement les Lionel Messi, les Ronaldo. Le public aime le beau jeu. Et donc, cela attire aujourd'hui la question des droits télé. Il y a beaucoup d'argent, etc. Et lorsqu'il y a une question de mauvaise gestion, tout de suite, vous allez voir qu'il y en a forcément qui vont monter au créneau pour que la justice internationale puisse prendre le taureau par les cornes et juger les coupables. Ça veut dire que pour le prochain président de la CAF, le pari aussi sera de redorer l'image de cette confédération? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, parce qu'au-delà même de la personne du président, il y a également les membres. Vous savez que récemment, il y a même Constant Omari, qui a été récemment président intérimaire, a vu sa candidature au conseil de la FIFA rejetée. Simplement parce qu'il fait l'objet également d'une enquête au niveau donc, du tribunal interne de la FIFA. Et donc, ce n'est pas seulement la personne du président. Parce que je dis souvent, dans le naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. On gagne en équipe et on perd en équipe. Quand vous avez une fédération ou une confédération où le président est à la tête, il faut savoir tout simplement que sa démarche engage tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle en mal de la Confédération africaine de football, on ne parlera pas que d'Amad. On dira la Confédération africaine d'Amad. Et donc, tout ça l'a fait que même les gens ou même ses collaborateurs qui vont être, je vais dire, dans cette confédération, doivent en réalité être clean. Voilà ce que nous souhaitons aujourd'hui au niveau de cette confédération. Et pour, en tout cas, on l'évoquait brièvement tout à l'heure quand on parlait des candidatures, le fait pour la FIFA de vouloir forcément, par exemple, c'est pas peut-être d'une manière ouverte, mais le faire insidieusement pour que son candidat puisse passer parce que le président de la CAF est d'office vice-président de la FIFA. Est-ce que ça donne le droit à la FIFA de regarder ce qui se passe dans le processus électoral? Vous savez, au niveau des fédérations, même au niveau de la confédération, évidemment, il y a ce qu'on appelle, il y a les tests. Et malheureusement, les tests de nos fédérations et de la Confédération africaine de football sont des tests calqués sur le modèle de la FIFA. Lorsqu'il y a un problème au niveau d'une fédération ou d'une confédération, selon les tests, la FIFA a l'obligation d'intervenir, ou la FIFA peut intervenir. Je prends juste le cas de la Côte d'Ivoire, avec ce qui s'est passé. C'est la FIF, la Fédération ivoirienne de football, qui a invité dans le débat la FIFA. Et donc, de la même façon, lorsqu'il y a un problème quelque part, lorsque on peut ne pas arriver à un problème ou à un scandale financier, mais du moment où il y a des soupçons, la FIFA peut intervenir. Voilà pourquoi la FIFA donne l'impression d'être toujours derrière cette confédération africaine de football, et certains observateurs, moi je les comprends, qui estiment simplement qu'on est toujours dans une certaine colonisation, etc. Or, l'argent des footballeurs sont gérés par des gens qui ne sont pas forcément des acteurs sportifs, mais qui en réalité viennent parfois des milieux politiques ou encore des milieux d'affaires, et qui sont censés justement gérer cet argent-là. Aujourd'hui, au niveau de la Confédération africaine de football, on ne peut pas dire logiquement, en toute impartialité, que la FIFA veut placer son candidat. Mais en voyant comment les choses se déroulent, surtout la façon dont le feuilleton est réalisé et produit, on dira simplement que ceux qui sont les producteurs de ce feuilleton et les réalisateurs font tout pour qu'on puisse croire que, évidemment, on veut avoir son homme dans cette Confédération africaine de football, ce qui serait contre l'éthique. Parce que tel qu'on le dit, si évidemment il y a des preuves, je crois qu'au niveau même de la FIFA, les gens seront forcément coupables. C'est pour ça on fait comme si on n'est pas vraiment impliqué, on donne l'impression
de soutenir la Confédération africaine de football pour qu'il n'y ait pas de problème après. Pourquoi les grands noms du football africain, je veux parler peut-être des Roger Mila, tous ces grands noms ne s'intéressent pas à ce genre de poste? Peut-être un football géré par des acteurs du football, ce serait la meilleure chose qui soit. Ah oui, c'est une très bonne question, Samuel Niaoui. Mais en réalité, je crois que le problème vient du fait que le football, à part le fait d'être un jeu, aujourd'hui est devenu du business. Oui. Et donc, pour gérer le football business, il faut avoir des notions de management. Ce n'est pas parce que forcément vous avez été un bon entraîneur, un bon joueur, un meilleur joueur du monde, que vous avez, disons, cette faculté-là d'être un bon manager. Parce qu'en réalité, vous voyez, même au niveau des entreprises, dans le management, il y a des qualités qu'on demande au manager. Quelqu'un, par exemple, qui peut prendre une bonne décision, qui peut regrouper des gens. Il y en a forcément qui sont de bons joueurs ou qui ont été de bons joueurs, mais qui peuvent ne pas être de bons managers. Oui. Et donc, quand vous n'êtes pas un bon manager, forcément, vous allez voir que ça va poser des problèmes. Mais en réalité, ce qui se passe, a commencé d'abord par nos fédérations. Pour être président de la CAF, par exemple, il faut passer par une fédération. Oui. Alors que pour être président d'une fédération ou peut-être d'un club d'abord, il faut avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mécènes qui supportent les équipes, surtout dans des pays en voie de développement où forcément il y a un championnat amateur, il n'y a pas un championnat vraiment professionnel. Mais si vous avez un club soutenu par une association ou peut-être une entreprise, comme vous prenez au niveau de la SEC Mimosa, par exemple, d'Abidjan, la société Omnisport de l'armée, la SOA également de Côte d'Ivoire, des clubs qui sont vraiment organisés. Là, vous avez des managers, c'est-à-dire c'est des vrais managers, c'est des gens qui viennent forcément d'une entreprise, qui ont des notions de management. Aujourd'hui, quand nous parlons de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection de la FIF, à part le fait que Didier Drogba a été, je vais dire, joueur, il a suivi des cours de management. Pendant qu'il a arrêté sa carrière, il a profité de ce moment. Aujourd'hui, vous prenez les Kalou qui sont peut-être dans d'autres pays, qui continuent toujours pas à suivre des cours de management. Je crois que si aujourd'hui, tel que nous le souhaitons, nous voulons voir demain ou après-demain les Joseph-Antoine Bell ou des anciens joueurs à la tête donc, de notre Confédération africaine de football, il va falloir simplement qu'eux-mêmes prennent conscience du fait qu'ils doivent se faire former. On ne devient pas président parce qu'on a été un bon joueur. Aujourd'hui, je l'ai dit, Ahmad, il n'a pas été un footballeur. C'est un ancien ministre des Sports qui a été propulsé de cette façon et qui aujourd'hui, personne ne le voyait venir face au grand Issa Hayatou, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a passé une vingtaine d'années à la tête de cette Confédération africaine de football. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le lieu peut-être d'attirer l'attention des joueurs, des anciens joueurs, sur le fait qu'on peut être un bon joueur, mais il faut chercher à avoir des notions de management pour prendre demain ou après-demain les rênes de nos fédérations. Aristide Kovidja, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir, Samuel Niaoui. Vous êtes journaliste sportif. Voilà, on va marquer tout de suite la pause et on suit ensemble le journal et puis regard croisé après.